Nos champs communs, collecte intergénérationnelle autour de la mémoire paysanne. Personnellement, ce que je ne connaissais pas, c'est la transition entre l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne et intensive de nos jours. Après, j'avais déjà des expériences dans l'agriculture, mais c'est vrai que cet aspect historique et cette transition, c'était intéressant à savoir, mais voilà. Et aussi, ce qui m'a marqué, c'est les produits phytosanitaires, avec l'emploi sans protection ni rien, et les doses sont très exceptionnelles. Moi, je trouve que quand ils travaillaient à la main et tout, c'est plus compliqué que travailler avec des outils et tout ça. Donc, je trouve que c'était plus dur. Il fallait s'accrocher et voilà. De l'agriculture traditionnelle à l'agriculture moderne, récit d'une mutation. Je suis arrière-petite-fille, fille d'agriculteur, sœur d'agriculteur, tante d'agriculteur, cousine d'agriculteur. C'est vrai que jusqu'à mes 20 ans, j'ai grandi sur une ferme entre les années 50 et 60, au moment où l'agriculture a basculé de l'agriculture ancienne à l'agriculture moderne que vous connaissez aujourd'hui, quoi. Donc moi, j'ai complètement assisté à la bascule de l'agriculture, quoi. Alors, il se trouve que moi, je suis née dans une famille où le tracteur est arrivé très tôt. Je pense que c'est dû au fait que mon grand-père avait, via l'armée, voyagé jusqu'en Chine, en fait, ce qu'on appelait à l'époque la Cochinchine et l'Indochine. Donc ça lui a permis de voyager, de voir beaucoup de choses. Et quand il est revenu au pays au début des années 1900, il avait des idées vraiment modernes. Je pense que c'est après la guerre de 14, il a acheté un tracteur qu'on appelait l'agro. Donc très tôt, ce grand-père a modernisé l'exploitation. Mais il y avait bien sûr toujours des attelages de bœufs à l'époque. Donc l'idée de modernité, elle y était en 1950 quand moi je suis née. Il n'y avait plus d'attelage de bœufs. Je pense que mon père a continué à travailler avec des vaches pendant la guerre de 40 et que début des années 50, il est passé à la motorisation et au tracteur complètement, quoi. On peut dire que l'agriculture a progressé avec la mécanisation. C'est-à-dire que la mécanisation a permis beaucoup de progrès en agriculture. Avant la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des fermes n'étaient pas équipées en tracteur. La plupart travaillaient avec des attelages de bœufs. Ça, c'était toutes les fermes travaillaient les champs de cette manière, avant 1940, on va dire. Et ça, depuis très longtemps. Quand on était équipé de cette manière, vous comprenez bien qu'on ne pouvait pas travailler très vite. C'était au rythme, au pas des bœufs. Et à l'apparition du tracteur, après ceux qui pouvaient en acheter un en ont acheté, pas tous. Alors parmi les premiers tracteurs, on l'appelle maintenant le petit gris, c'est un tracteur qui est maintenant de collection. C'est pas très gros ça fait 25 chevaux. C'était beaucoup plus puissant que les bœufs, mais enfin c'était pas très gros. Donc on voit que le progrès quand même, là il y a 2 socs, les bœufs il n'y en a qu'un, et puis il avance beaucoup plus vite. Un tracteur ça avance au moins, là, à la bourre, au moins à 4 km/h. Alors que les bœufs, eux, ils doivent avancer à 2 km/h maximum, mais ça avance pas vite. Dans notre entreprise, on a eu le premier tracteur viticole, nous, en 1956. Le premier du pays. Après, il y a eu 2 tracteurs, 3 tracteurs. Puis après, au bout de 10 ans, tout le monde avait un tracteur, quoi. Je me souviens des voisins qui disaient « tu vas faire crever tes vignes » et tout ça. Puis comme ils ont vu que finalement, ça crevait pas, puis ça va quand même beaucoup plus vite, et puis c'est puis ci, puis ça. Ils sont finis par acheter un tracteur aussi. Le motif de l'achat du tracteur, ça a été le départ de mon frère au service militaire. Ça a poussé mon papa à dire « maintenant, il faut faire face. Vous étiez 2 jeunes pour travailler, maintenant il faut faire face. » Il y avait 4 bœufs à l'étable. Une paire de bœufs a payé le tracteur à l'époque. C'était comme 25 chevaux. Mais mon papa, il a dit, maintenant, vous avez le tracteur, on supprime les bœufs. Mais il faut y mettre des vaches qui fassent des petits veaux et qui paient l'essence. Parce qu'ils marchaient à l'essence, il fallait l'acheter l'essence. Les bœufs, on leur donnait du foin. Tandis que l'essence, il a fallu l'acheter. Et alors, il fallait rentrer des sous, quoi. Alors, il a fallu il nous a imposé de ne pas vider à la place des bœufs, d'y mettre des vaches et de continuer l'élevage, quoi.
Ah, le tracteur, c'était un événement. Hein. Moi, je sais que je suis rentré de l'école, parce qu'on ne disait pas acheter un tracteur, on disait acheter le tracteur. Moi, je savais qu'on allait le mener dans l'après-midi, et moi, je voulais rentrer de l'école, j'avais 7 ans à l'époque. C'est le premier tracteur de mon père. Ah, c'est un événement. Ça change tout, ça permet de travailler plus vite, ou des surfaces plus importantes, et moins pénibles. Moi, bon, évidemment, quand j'ai découvert ça, parce que son père, il avait les deux, il avait gardé les bœufs et le tracteur. Et alors des fois, bon, quand il servait du tracteur, j'étais content parce que voilà, c'était une machine là qui m'intéressait. Et puis quand ils attelaient les bœufs, ça ne m'intéressait pas. Mais comment ça se fait qu'il gardait les deux? Ben, il gardait les deux parce que bon, mon père était de la génération ancienne quand même. Et ben, pour certains travaux, il préférait garder les bœufs. Puis le tracteur quand même, bon, c'est un coût. Parce qu'ils étaient à essence, et donc il faut y mettre du carburant. Ça a un coût de faire fonctionner le tracteur. Alors que les bœufs, ça ne coûtait rien. Les bœufs, quand ils étaient vieux, ils partaient à la boucherie. On les mangeait. Alors c'est ce qu'on disait, bon, l'agriculteur, dans la méthode ancienne, il disait avec les bœufs, le travail avec les bœufs ne me coûte rien. Parce que bon, on les faisait manger du foin comme les autres vaches de l'étable. Mais bon, quand ils étaient trop vieux, qu'ils ne pouvaient plus rendre service, ils partaient à la boucherie. Donc l'agriculteur, il avait travaillé à peu de frais, et en plus, il les vendait à un bon prix pour la viande. Le tracteur, c'est pas pareil. Hein. Il fallait l'acheter, bon, les bœufs aussi d'ailleurs, mais enfin, le tracteur, il fallait lui mettre de l'essence qui coûte cher, des réparations parfois. Et puis à la fin, quand il est usé, quand il est vieux, il ne vaut rien. On ne peut pas le vendre dans la boucherie. Un autre système. Alors, moi je pense que la mécanisation a modifié complètement l'agriculture. Ça, à mon avis, c'est la mécanisation qui a permis une grande évolution de l'agriculture. Un attelage animal demandait 2 personnes. L'homme, il s'occupait de la charrue, et la femme, elle était devant l'attelage, pour le faire avancer et faire tourner un bout de champ. Donc la femme, elle allait beaucoup au champ, puisqu'elle était nécessaire à la conduite des attelages. À partir du moment où il y a eu des tracteurs, évidemment, le tracteur, il ne se conduisait pas tout seul, mais il se conduisait qu'avec une personne. Donc la femme a été un peu retirée du travail au champ. Enfin, un peu, je dirais, un peu. Parce après, il y a eu aussi un autre phénomène qui s'est passé dans les campagnes. Dans les années 50, 60, les jeunes des campagnes, on était nombreux, il y avait beaucoup de membres dans les familles. On commençait, il y avait la demande de l'industrialisation en France. On cherchait du personnel dans les villes, dans les usines. Beaucoup de jeunes ont quitté les villages et ils sont partis en ville. Ils commençaient à savoir qu'on pourrait gagner de l'argent ailleurs qu'à l'agriculture, surtout ailleurs. Ils sont partis dans les usines comme la cellulose et autres. Donc dans les villages, il y a moins de monde. Comme beaucoup de gens ont disparu, une génération de vieux sont morts. Donc on a commencé à arriver, c'est là que sont sorties les premières moissonneuses-batteuses. On faisait directement avec 2 personnes, l'une sur le tracteur, l'autre sur la moissonneuse. On faisait le travail de 30 personnes. Il y a eu le bon côté où ça enlevait beaucoup de peine. Et il y avait aussi, il le fallait parce qu'il manquait du monde. Vous savez, moi j'ai connu des maisons, il y avait 5 hommes. Il y avait 5 hommes et il y avait 20-30 hectares. Aujourd'hui, il y a 1 homme et 100 hectares. Voilà. Vous imaginez, on faisait tout à la main. C'était dur pour les femmes. C'était très dur. On a eu les premiers conseillers agricoles. Ça nous a quand même pas mal aidé à changer la façon de travailler. On a été disons, pas des premiers, mais presque, à vouloir évoluer dans notre métier. Et bon, les conseillers agricoles avaient de bons conseils à nous donner, surtout nous en tant que jeunes, quoi. En tant que jeunes, on a participé au premier groupement de vulgarisation qu'il y a eu à l'Île-en-Dodon. Après, les jeunes agriculteurs aussi, on a adhéré aux jeunes agriculteurs. Alors, les jeunes qui étaient, enfin, ou les moins jeunes qui étaient motivés pour évoluer en agriculture, eh bien, ils étudiaient des façons culturelles, des moyens de produire davantage, de commercialiser davantage aussi, qui nous ont fait du bien.
Si on fait un peu d'histoire, Deuxième Guerre mondiale, 39-45, la France n'a pas mangé à sa faim. Et donc la politique agricole de l'époque, à partir des années 50, on a dit qu'il faut que la France produise suffisamment de produits agricoles pour qu'elle soit capable de nourrir sa population. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs à mettre en place la communauté économique européenne, c'est le marché commun. Après, il y a eu, à partir des années 60, les progrès de la génétique pour les plantes. Le blé que plantaient nos grands-parents, qu'on plantait par exemple en 1920 ou n'importe quand, et le blé qu'on plantait à l'époque n'est pas le blé que l'on plante aujourd'hui. Parce qu'il y a eu de la recherche, de la sélection, c'est-à-dire qu'à partir de plusieurs plantes, on garde toujours la plante la meilleure que l'on ressème. Et après, on garde toujours la plante la meilleure et on ressème successivement jusqu'à ce qu'on ait des plantes plus performantes, plus productives. Et ça c'est un progrès de l'agriculture. Donc on a adopté les techniques et les moyens qui nous venaient notamment des États-Unis avec le plan Marshall. On a mis des tracteurs, on a retourné les champs, on a mis des engrais, on a mis des races sélectionnées. Il y a le maïs qui est apparu, qui venait des États-Unis, avec des variétés, etc. Il y a tout ça qui est arrivé. La mécanisation qui était énorme, les désherbants qui étaient énormes, beaucoup de choses ont fait que le maraîchage a avancé par rapport à avant, quoi. À l'époque de mes parents, hein, c'était pas... On ne connaissait pas le plastique, on ne connaissait pas à l'époque... il fallait tout faire à la main, quoi. Il n'y avait pas autre chose. Hein. Les gens semaient, alors qu'aujourd'hui, vous plantez des petites... On ne sème presque plus, sauf certains produits en bio qu'on peut semer directement en sol. Sinon, vous avez des petites mottes comme ça que vous plantez, que tout est nickel. Alors qu'avant, vous semiez, il fallait éclaircir, il fallait faire ci, il fallait faire mi. Ah, c'était bien plus difficile qu'aujourd'hui, oui. Oui, c'était bien plus manuel, c'était bien plus dur. Les jeunes agriculteurs d'aujourd'hui n'ont pas connu ça, quoi. Et ce serait impensable pour eux de revenir sur ce que moi je vous dis. Hein. Aujourd'hui, avec 90 jours, un jeune fait venir une plante, enfin un pied de salade, même peut-être avec 80, alors que nous, il nous fallait 6 mois. Ben, ça a apporté presque une culture intensive. Après. Non, mais ça a évolué dans le bon sens. Qualitativement, il n'y a pas comparaison. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette agriculture, elle part dans le bon sens? Alors je dis oui et non. Oui parce qu'on a fait les couillons, nous. Hein. Les produits qu'on employait, c'est vrai qu'on a exagéré. Et l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mettre à la poubelle. Quand les désherbants sont arrivés, mon père et moi, j'étais un peu contre. Hein. Mais on y est allé un peu forcé. Mais quand on a vu la facilité que ça faisait, il s'y engouffrait dedans, et je veux dire, allez. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler, il y avait 2 maladies, le Widion et le mildiou. Quand on avait fait pour le Widion 2 traitements de soufre et sulfaté, le mildiou, on faisait 5-6 traitements dans l'année, c'était le bout du monde. Et on faisait ça avec du cuivre et de la chaux. Il y avait quelques insectes et on avait de la guerre, il restait des produits américains qui s'appelaient le DDT. De 2 ans, tu n'avais plus un insecte. Mais par contre, on avait des oiseaux, on en avait à foison. Là, maintenant, les oiseaux ils ont moins d'insectes, donc il y en a moins. Les produits, c'est pareil. Alors, on a tout cassé. Il faut le dire. On a cassé les laits, on a fait des grandes pièces, on a fait tout. C'était pour la loi qu'il fallait produire, quoi. Et une question comme ça, est-ce que vous trouvez que ça a évolué trop vite? C'est moi qui me pose la question comme ça. Oui, mais il s'est passé 70 ans. Jusqu'aux années 70, on était dans le petit train-train. Là, ça commençait à évoluer. 75, où on a eu une autre agriculture qui est devenue plus productiviste, sans que le terme y soit péjoratif. Parce que on avait certaines années, on avait une bonne récolte, d'autres on n'en avait rien, quoi. Et là, on a essayé de planifier un peu les récoltes. Ce qui a donné du plus aux pesticides, c'est une course à la production. Mais quand même, il faut savoir que si vous n'avez pas de pesticides, vous n'êtes pas sûr de récolter. De toute façon, il y avait des conseillers agricoles qui sont arrivés. Et les conseillers agricoles, ils nous ont dit de faire ce que... Ils nous ont prêché la bonne parole, quoi.
Donc il fallait produire, il fallait nourrir la population, donc il fallait produire. Engrais phosphatés, engrais potassiques, engrais azotés. Ah ben là, et oui, parce que la production qui était de 25 ou 30 quintaux, le rendement qui était de 25 ou 30 quintaux est passé à 60 et au-dessus. Pendant très longtemps, et moi pendant toute ma vie professionnelle, c'était ça un peu. En agriculture, il y avait un problème, quel qu'il soit, sur des animaux, sur des végétaux, etc. Il y avait une solution chimique. Il y avait une maladie, hop, il y avait un produit. L'agriculteur, il disait, ouais, j'ai telle bestiole, ou j'ai une bestiole, le technicien de la coopérative, il venait, on disait, oui, c'est tel truc, vous avez telle mauvaise herbe, hop, tel produit. Ah ben, on y a été à fond. Ah non, mais là, bah attendez, on nous disait que, je sais même pas, si je peux vous le dire, mais on nous faisait acheter des doses pour, je sais pas, le Roundup, on l'utilisait à 20 litres hectare. Hein. Ah ouais, c'était comme ça. On a vite levé le pied parce que tout le monde s'est aperçu qu'il n'y avait pas besoin de mettre des quantités comme ça, mais au début, c'était effarant. J'ai utilisé des pesticides. À l'époque, on n'était pas informé comme on l'est maintenant. Je fumais à l'époque, j'avais la cigarette au bec et je remplissais ma cuve avec la cigarette au bec et sans masque, évidemment, et sans rien. Mais à l'époque, personne. Si, je pense qu'il y en a qui savaient que c'était dangereux. Encore que, je ne sais pas si on s'était aperçu de la dangerosité, comme on le sait maintenant. Mais en tout cas, ça ne se disait pas, donc oui. Oh, à cette époque-là, on avait droit à tout mettre. Tout le monde utilisait. Hein. On nous obligeait presque. Pour quelles raisons? Pour éviter les maladies, pour éviter les trucs. Dans les péchés, il y avait beaucoup de trucs et pareil. Hein. Non, on va pas dire qu'on était obligé parce que c'est vivement conseillé. On a eu des évolutions. Par exemple, mon mari avait un tracteur, un Saint-Chamond, il y a un petit tracteur à chenilles pour les vignes. Quand il a eu le désherbant, le tracteur qui lui esquintait le dos, il l'a abandonné. Vous voyez, ça s'est fait petit à petit comme ça. Mais peut-être c'est ce désherbant qui lui a fait mal aussi, on ne sait pas. Parce que pour les cerises, il nous fallait un traitement très fort. Et un jour, là, il y avait un groupe de personnes et ces gens disaient, quand même, ils n'ont pas honte de donner des traitements pareils. Alors, je leur ai dit, c'est pas que je sois pour ces traitements, mais je leur ai dit, vous êtes contents, vous voulez acheter de la cerise pleine de verre? Ah non. Ah bon. Alors, comment faire? Si on nous avait donné la possibilité de traiter sans que ça fasse mal, ça aurait été formidable. Mais on ne nous a rien donné à la place de ces traitements forts. C'est ça le problème. Enfin, je le vois comme ça. Trop vite, moi je ne peux pas dire. Mais on est allé, notamment au niveau chimie, on est allé trop loin. Mais il faut savoir une chose, que ceux qui obtiennent des semences, la maison mère, c'est une firme chimique. Ils ne vont pas vous faire une plante résistante. Ils vont vous faire une plante que vous serez obligé de traiter. Et ça me met en colère. C'est qu'on s'en prend à la personne qui est au bout de la chaîne. C'est-à-dire qu'on montre du doigt l'agriculteur. Ah, t'as vu, il met des produits. Attends, mais il met des produits parce que sa culture est malade. Moi, si je ne suis pas malade, je ne prends pas des remèdes. Hein. On ne se promène pas avec une cuve dans les champs pour le plaisir. Va dire à Monsanto de faire un truc propre. Et ne dit pas à l'agriculteur, oui, il utilise du Roundup. Oui, mais bon, et c'est ça maintenant. Et le gars, il est quasiment obligé de le faire. Si vous ne traitez pas, c'est même pas la peine de travailler. Si on m'avait donné une plante qu'il ne faut pas traiter, je la sème pas demain, je la sème de suite. Oui. Mais bon, ça n'existe pas. Alors, et ça, c'est vrai que quand même, quand on traite, on est seul sur un tracteur, on se dit, je suis quand même en train de répandre des cochonneries, quoi. Oui. Tous les trucs que l'on répand là, ça coûte cher. Et deux, il y a la tête de mort sur chaque bidon, quoi. On se dit, je le fais pas. On retourne. Moi, je me posais la question. Et ça m'interpelle encore maintenant. Les agriculteurs ont eu des meilleurs revenus. Je pense qu'il doit y avoir 95 ou plus des maisons d'agriculteurs qui sont dotées de salles de bain, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Oui. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même une bonne chose. L'évolution est une bonne chose. Alors après, moi, je pense, enfin, pour parler de l'évolution de l'agriculture,
Je pense qu'on est passé d'une période, je dirais presque moyenâgeuse, même la période après-guerre, où maintenant on est... Je ne sais pas où on va aller, quoi. Quand moi j'ai commencé, la puissance moyenne d'un tracteur c'était 25 chevaux. La puissance d'un tracteur maintenant, vous voyez, enfin je me tiens quand même toujours au courant, on voit maintenant des tracteurs qui font 500 chevaux, qui valent 300, 400 000 euros. On voit que maintenant, il y a une mécanisation à tout va, une augmentation des tailles d'exploitation à tout va, utiliser des engrais mais à de plus en plus forte dose, des pesticides à de plus en plus forte, ainsi de suite, tout ce qu'il a pu y avoir. Je pense que la mécanisation, dans le monde agricole, elle a coupé beaucoup de choses. Moi, j'ai connu la période que pour semer le maïs, on le semait à la même. Il y avait une cheville, un grain de maïs, une autre. Après, ils sont arrivés les semoirs. Bon, il y avait les semoirs, il y avait un tracteur, puis ils sont arrivés surtout, il y en avait avant, mais on ne les avait pas dans les petits villages. Il y avait les semoirs, il y avait le tracteur. Le gars, il ne s'arrêtait pas quand il semait le maïs. Quand vous passiez à côté, vous faisiez un bonjour terrible, mais il ne s'arrêtait pas. Il était industrialisé. Puis après, on avait eu, je ne sais pas moi, les vendanges. On avait les vignes, on allait vendanger. C'était tout le quartier qui venait vendanger. En même temps, on avait les feuillages du maïs à la maison. On ramassait les épis de maïs dans les champs. On était plusieurs, les voisins venaient. Après, on les effeuillait à la maison pour les mettre dans des séchoirs. Et il y avait le battage à la maison, les moissons et le battage. Quand une batteuse arrivait dans une maison, c'était une fête. On savait qu'on allait manger de la poule farcie. D'habitude, on mangeait la poule sans le farci. Ce jour-là, il y avait la poule farcie, il y avait la mongetta, il y avait tout ce qu'on voulait. Quand on voit aujourd'hui l'agriculture, aujourd'hui, ce sont des industriels qui élaborent avec tracteurs pilotés par satellite. Quand ils herbent le champ, le satellite ou le GPS leur donne la distance entre où ils sont passés. Voilà bon, l'évolution. Vous pouvez labourer un champ depuis chez vous. Vous regardez la télé, vous allez voir le tracteur qui tourne dans le champ. On a l'impression qu'il y a que l'agriculture, en 50, 70 ans, elle a changé à 200%. Quoi. Je ne sais pas si on va pouvoir évoluer encore dans les 50 ans à venir. Si on évolue comme ça a évolué dans les 50 ans passés, ben on aura une exploitation, on aura des exploitations qui vont faire plusieurs milliers d'hectares. Ça sera des entreprises. Bon, je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, je constate. Parce qu'une ferme maintenant, c'est une entreprise. On fait ça si c'est rentable ou si on le juge rentable. Avant, je pense qu'on manuellement, on travaillait beaucoup. Mais une fois le travail terminé, on n'avait pas le souci de l'investissement, des impôts, de rentabilité. Disons que le soir, quand on avait terminé la journée, c'était fini. On ne travaillait pas le dimanche. Ça, c'est interdit. Hein. Les bêtes ne devaient pas travailler le dimanche. Les gens, ils partaient à la messe au café. Tout ça, ça a changé dès que la mécanisation est arrivée. Ils travaillaient beaucoup plus vite, mais ils avaient moins de temps libre. Je n'ai jamais compris pourquoi. Et maintenant, ça travaille tout le temps. J'en ai vu un ce matin qui partait avec la neige. Bon. Aujourd'hui, on a trop axé peut-être sur l'économie, qu'au départ, il n'y en avait pas d'économie. C'était plutôt... on vivait avec ce qu'on produisait, quoi, sans trop acheter quoi, à l'extérieur. Il a commencé à y avoir des prêts agricoles qu'avant, du temps de mes grands-parents, de mes parents, c'était honteux d'emprunter. Et bon, moi, je me suis installé, mais de suite avec un prêt qui m'a été refusé parce que j'avais pas assez de rentrée d'argent, tout ça. Il a fallu qu'on monte des dossiers différemment pour pouvoir commencer à avoir droit à avoir de l'argent de la banque. Quoi. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Et puis là, à partir du moment qu'il faut rendre quelque chose, une chose qu'on a empruntée, certains n'ont pas suivi parce qu'il fallait être déjà plus gestionnaire. Quoi. Et c'est là que ça a vraiment évolué. Quoi. C'est quand on a pu commencer à faire de l'investissement grâce à l'argent que pouvait prêter une banque, que ça a commencé à changer. L'individualisme a commencé même de montant, là. Parce que quand un il savait se débrouiller un peu plus que l'autre, il abandonnait la CUMA, l'association. Et là, aujourd'hui, c'est encore plus. Aujourd'hui. Donc c'est toujours l'agrandissement. Et c'est là que je dis,
Il y a une limite. L'autre jour, je me suis accroché avec un agriculteur parce qu'il m'a dit, je vais reprendre encore 20 hectares. Mais j'ai dit, à quoi ça va te servir? Il est déjà dépassé de son boulot et il en veut encore un peu plus. Il y a quand même un choix à faire dans la vie. C'est pas que toujours travailler. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a certains agriculteurs, ils ont le truc. Je l'ai été, moi aussi, le truc dans le guidon, je pensais qu'à bosser, mais on me prenait un peu de temps de libre. Là, eux, ils n'ont plus le temps. Et ça, c'est dramatique, quoi. Et après, l'autre grosse évolution, c'est l'arrivée de l'informatique au début des années 2000. Alors, soit pour les agriculteurs gérer, etc., soit c'est dans certaines machines, puisqu'il y avait des distributeurs de farine qui étaient avec des médailles, les vaches avaient des médailles et passaient dans des stations, etc. Bon, maintenant, vous avez des robots de traite, vous avez des manèges de traite. Il a un ordinateur là, le tracteur à côté, il n'y a personne dedans. C'est lui qui commande de la moissonneuse avec son ordinateur, le tracteur qui est à côté. Il a la bourse en direct dans sa moissonneuse, qui lui dit automatiquement combien son blé fait de rendement à l'hectare. Donc il lui dit au taux d'aujourd'hui, il dit voilà, je sais qu'aujourd'hui ça me fait autant avec le taux de la bourse. Je l'ai vu, c'est comme ça. Et ensuite, nous, au niveau professionnel, c'est l'arrivée de la fameuse PAC, politique agricole commune, les dossiers de la PAC, les aides européennes, à partir de 92-93, où chaque agriculteur doit dire ce qu'il fait. On fait des cartes, on dit dans chaque champ ce qu'il y a, etc. Alors au début, c'était papier. Puis au début des années 2000, c'est passé tout informatique. Maintenant, les agriculteurs, ils sont tous avec un ordinateur, quoi. C'était inimaginable il y a 60 ans, quoi. La technique n'était pas présente. Elle était présente par le savoir des grands-parents et des parents et des conseillers agricoles. Et après, petit à petit, le physique a diminué et après, à la fin, on a connu le stylo. Avec les règlements, c'est ce qui m'a marqué, c'est la différence de travail entre le physique et l'administratif maintenant. Il n'y avait que le problème du tracteur et le malheureux, quoi. C'était ça le seul problème. Passer de l'économie familiale à l'économie de marché, c'est la méthode américaine, c'est Monsanto, c'est des choses, la façon de gérer, le faire valoir des exploitations a changé, les machines les plus puissantes, les plus larges, ça touche les chemins, ça touche, voilà, quoi, les élevages mal entretenus aussi quelquefois, parce qu'ils n'arrivent pas, enfin c'est le cas de Montfermier, quoi, il y a du bazar partout, c'est sale, tandis que chez nous, tous les samedis, on nettoyait le bord de l'étable, on avait 40 vaches, mais on ne l'aurait pas vu, quoi. Elles allaient boire à la mare, c'était entretenu, on curait la mare. Enfin, bon, il y avait ce côté qui était sacrifié, nous à la maison, dans la maison, et eux à l'étable. Et voilà, et l'hiver, les soirées d'hiver, soit ils faisaient du maïs à côté du feu, soit ils remplaçaient les pointes du râteau, soit ils remettaient un manche, soit il y avait tout ce côté qui n'a plus cours aujourd'hui, puisque si c'est pas rond, l'outil, le manche, on ne sait pas couper des épines, on ne sait plus rien faire, on met du désherbant, quoi. C'était le discours récurrent, tes parents sont dépassés, il faut aller vers les nouvelles formes d'agriculture. On ne disait pas encore technologie à l'époque, on disait surtout les engrais, les produits. Et alors les agriculteurs ont les yeux qui ont été écarquillés parce qu'ils voyaient les tonnes de blé, les rendements. C'était maintenant, voilà, ce n'était plus une agriculture qui était destinée à nourrir la population et de ce fait à se faire avoir un revenu. Mais c'est devenu une agriculture pour moi à faire du fric. L'introduction des techniciens, pour moi, qui a été le fléau de l'agriculture. Parce que ce sont des gens qui sont tous issus des entreprises qui cherchent à vendre des produits. On était régulièrement envahis par des voitures qui arrivaient, qui venaient nous proposer. Et c'était vraiment, pour moi, ça a été le début de la fin, au niveau de la maîtrise de l'agriculteur. Parce qu'après, il est devenu quelqu'un qui devait faire du fric, sur lequel on se faisait du fric. Parce que ce n'est pas l'agriculteur qui gagne le plus, c'est tout le para-agricole qui s'est mis le plus d'argent dans. Et en plus, il a perdu son âme. Je suis encore un témoin d'un ancien système. J'ai vécu une transition
pour arriver sur une autre agriculture. Il ne faut pas non plus tomber dans les schémas. Toujours quand on interviewe des anciens, ils disent c'était mieux avant. C'est beaucoup trop facile de dire ça, c'est pas vrai. C'était autrement. Mais il y a certainement des choses à faire passer ou à écouter ou à apprendre. Les témoignages ont été recueillis par les élèves des lycées agricoles de Montpellier, Pézenas, Saint-Gaudens, Auch et Téza, réalisés par l'association Nos Mémoires Vives, avec le soutien de la région Occitanie.